C'est la tradition, on sonne. Je suis désolé, le secrétaire perpétuel arrivera en retard. C'est impardonnable. Et on va commencer. Et j'ai pour mission d'être à l'heure. Donc je commence à l'heure. Et je compte sur chaque orateur de respecter les horaires. Donc bienvenue à l'Académie d'agriculture de France pour une session qui regroupe mes anciennes amours, toute la physiologie de la reproduction en général. Cette conférence a été organisée tout spécialement par la section 3, section élevage de l'Académie d'agriculture, et en l'honneur de François Duménil-Dubuisson, qui a été mon premier patron à l'INRA. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Donc ce colloque... Ah oui, il faut que je parle dans le micro. Désolé, je suis déjà un mauvais élève. Donc ce colloque, il a été organisé par un petit comité scientifique. Donc les membres du comité étaient Pascal Chavat-Palmer, Marc-Antoine Driancourt et Éric Palmer. Donc moi, j'étais un peu la mouche du coche. Si vous n'êtes pas content du programme, c'est à Pascal et à Marc-Antoine qu'il faudra se plaindre. Sinon, l'organisation et les festivités sont dues à la générosité d'un certain nombre de donateurs, qui sont l'Académie d'agriculture, qui vous reçoit ici, la 4AF, qui est l'association des amis de l'Académie d'agriculture de France, INRA Hybride. Alors, on saura tout à l'heure ce que ça veut dire, INRA Hybride, parce que moi, je connaissais INRA et physiologie, mais... L'ASFEF. Alors, l'ASFEF, c'était la Société française d'études de la fertilité, dont on vous dira un tout petit peu d'histoire peut-être, et dont François Duménil-Dubuisson était un membre très actif de son temps. L'IFCE, c'est l'Institut du cheval et de l'équitation, qui doit beaucoup aux travaux qui ont été faits à l'INRA, et ces travaux qui ont été faits à l'INRA, par moi, pas mal, mais beaucoup de la responsabilité de François Duménil-Dubuisson, qui avait été l'écrivain du programme de recherche qu'il allait se faire. Et enfin, IMV Technologies, société qui est mondiale de l'insémination artificielle, dont la fondation a été faite de son temps par Monsieur Cassou, Monsieur Jondet, et Duménil-Dubuisson ne devait pas être très loin. Voilà. Le but de cette réunion n'est pas de faire de la science très approfondie, mais de faire une science d'explication pour des personnes averties. Donc, merci aux orateurs de ne pas faire des polémiques technico sur un point de détail trop pointu. Notre but, bien sûr, c'est donc de proposer un programme de bonne tenue scientifique et d'honorer François Duménil-Dubuisson. Et ce n'est que par la qualité de vos papiers que cette façon d'honorer François sera effective. Alors, je n'ai pas tellement à commenter le programme, vous le verrez bien. C'est simplement, j'ai mis plutôt en avant les personnes qui vont parler. Moi, je fais un peu du bruit, mais c'est pas grand-chose. Ensuite, il y aura une définition un peu de ce que c'est que la politique en matière de recherche en reproduction animale à l'INRAE par les directeurs, le directeur de l'unité Bride et le directeur de l'unité PRC. Ensuite, nous aurons des chercheurs, des vrais chercheurs, des scientifiques qui vont nous expliquer des choses un peu compliquées. Mais je pense qu'ils vont nous les expliquer d'une manière assez simple.
Et enfin, après, nous aurons des orateurs, des instituts publics, des instituts techniques qui vont montrer ce qu'est devenu, ce qui était la science autrefois et qui est aujourd'hui de la technologie appliquée, applicable ou appliquée. Et enfin, nous aurons, pour finir quand même, nous avons besoin de réfléchir. Nous aurons un philosophe qui va nous expliquer comment on va pouvoir restaurer la confiance du grand public en nos scientifiques qui sont parfois un petit peu mal compris. Et puis, Jean-Paul Renard fera la synthèse de tout ça. Je lui fais confiance pour le faire en peu de temps. J'ai tenu dans mes temps. Alors, le premier orateur est Pascal Chavat-Palmer. Alors, bonjour, c'est vraiment un honneur d'être là et pour parler de ce que nous faisons, et aussi c'est un honneur de parler devant François Duménil-Dubuisson. Alors, comme vous le savez, on ne s'appelle plus INRA, on s'appelle INRAE. Le E correspond à environnement, pour prendre en compte l'aspect de l'environnement. Et donc, le nouveau nom de l'INRA a été accompagné avec une fusion avec l'IRSTEA, qui s'occupe de l'environnement. Donc, en fait, les deux instituts sont maintenant fusionnés. Et puis, pour vous montrer donc, le contexte dans lequel s'inscrivent nos recherches, donc, les objectifs INRAE ont été définis à l'occasion de la fusion. Donc, c'est une recherche publique qui doit être finalisée pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et donc, la chose importante, c'est à la frontière des connaissances, combinant recherche fondamentale et recherche appliquée. Donc, avec aussi des dimensions académiques d'innovation et de politique publique et des coopérations au niveau national et international. Donc, les objectifs d'INRAE 2030 ont été déclinés en 5 objectifs scientifiques ou orientations scientifiques et 3 orientations de politique générale. Donc, il y a répondre aux enjeux environnementaux et gérer les risques associés. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on est confronté en reproduction. On a aussi favorisé une approche globale de la santé, donc considérer que la santé des animaux est liée à la santé des humains et à la santé de l'environnement, et l'ensemble doit être traité un peu comme quelque chose de complet. Alors au départ, cette notion a été vraiment déclinée sur l'infectiologie, mais maintenant elle se décline aussi sur d'autres aspects de la santé. Mobiliser la science des données et les technologies du numérique au service des transitions. Et puis, au niveau des unités BRID et PRC, on est aussi impliqué dans placer la science, l'innovation et l'expertise au cœur de nos relations avec la société. Et donc, pour renforcer la culture de l'impact. Donc, il est de plus en plus demandé aux chercheurs d'aller communiquer avec les populations, à faire de la médiation, être un acteur engagé dans les sites universitaires en France et un leader dans les partenariats européens et internationaux. Donc c'est aussi quelque chose qui se dégage, c'est-à-dire que les unités INRA sont de plus en plus maintenant associées avec des universités. Et puis, bien sûr, dans toutes les unités INRA aussi, maintenant, on nous demande d'avoir une responsabilité sociale et environnementale. Par exemple, cette année, on nous a demandé de réduire notre consommation énergétique de 10% sans réduire nos recherches. Mais ils vont nous demander d'en réduire encore plus. Donc, à la fois, la PRC et BRID appartiennent ou émargent sur le département de physiologie animale et système d'élevage. Et donc, qui, lui aussi, a défini ses objectifs scientifiques. Et donc, alors, il y a le GOS 1, favoriser le bien-être animal en élevage, qui concerne plus la PRC. Pour ce qui est de BRID, c'est plutôt préserver la santé des animaux en élevage, donc ce qui va être aussi la santé reproductive, et mobiliser le numérique au service de l'agroécologie en élevage. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va se positionner. Au niveau du département alimentation humaine, donc BRID est aussi affilié à ce département, qui a aussi des enjeux. Et donc, dans ces enjeux, il y a caractériser et prendre les relations entre l'alimentation et la santé
pour définir les besoins et les moyens d'une alimentation sur mesure saine et durable. Et vous allez voir que dans BRID, ça a un aspect, une résonance particulière. Et puis aussi des aspects de toxicologie, donc caractériser les risques toxicologiques pour mieux prédire et analyser les rapports bénéfices-risques des pratiques alimentaires. Et donc ça peut aussi se décliner sur les animaux. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel nous, en tant que directeurs d'unité, on doit définir nos politiques scientifiques d'unité à chaque évaluation, tous les 5 ou 6 ans. Alors je vais commencer par l'UMR BRID. Elle est située sur Jouy-en-Josas. Il y a environ 90 titulaires. Alors il y a des médecins, des vétérinaires et des chercheurs, et nous sommes en UMR avec l'université Versailles-Saint-Quentin où se place l'UFR de médecine et donc aussi les hôpitaux de Poissy et de Foch. Donc ce qui indique bien notre composition avec la recherche sur l'humain, et l'école vétérinaire d'Alfort. Et nous sommes très fiers, les successeurs de la physiologie de Jouy, avec un précurseur qui était François Duménil-Dubuisson. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Eh bien nous travaillons sur finalement l'établissement des phénotypes. Comment la vie gestationnelle, voire préconceptionnelle, donc comment l'environnement, à ces stades-là, va aller programmer le phénotype à l'âge adulte, avec des différences entre les sexes et avec des effets intergénérationnels. Donc on va travailler sur toutes ces périodes-là. Et donc on va aller regarder les phénotypes intermédiaires, les phénotypes inflammatoires, et l'épigénome, qui est finalement la mémoire cellulaire de ces effets de l'environnement, va être au cœur des recherches que nous faisons. Et donc nous allons aller regarder l'exposome, tout ce qui se passe dans notre environnement. Ça peut être les systèmes d'élevage, ça peut être les biotechnologies de la reproduction et leurs effets, ça peut être les modes de vie pour l'humain. Donc l'unité est divisée actuellement en 5 équipes de recherche, plutôt pour les premières centrées autour d'un stade de développement avec les stades préimplantatoires, la différenciation gonadique, la vie fétale et le placenta. Une équipe qui est plutôt dédiée aux modèles animaux pour l'humain, et puis une équipe qui est vraiment dédiée aux mécanismes épigénétiques et à la construction des phénotypes. Et une caractéristique, c'est que nous sommes en LPA, ça veut dire laboratoire partenarial associé, avec la société Eliance, qui veut dire que nous avons 5 agents de Eliance qui sont intégrés dans l'unité et qui participent avec nous à la recherche pour aller jusqu'à l'application directe en élevage. Donc nous avons des services mutualisés, en particulier une grosse plateforme d'imagerie et de chirurgie, une plateforme de production d'embryons de ruminants, et puis des services de bioinformatique, biostatistique, etc., de chirurgie, laverie, etc. Et puis bien sûr une équipe administrative dirigée par Katia Tarasenko, qui est aussi mon adjointe. Alors nos recherches au sein de ces équipes sont dirigées sur 3 axes scientifiques majeurs. L'axe 1, c'est vraiment plutôt de la fondamentale, c'est de comprendre les interactions entre le génome, l'épigénome, le transcriptome, donc qui est l'expression de protéines à partir des gènes, au cours du développement des mammifères, et en particulier chez nos animaux de rente, puisque ça peut être décrit chez la souris, mais quand on arrive sur les animaux de rente, ça devient un peu plus compliqué. Deuxième aspect de nos recherches, c'est d'aller regarder les mécanismes de programmation, donc comment cet environnement, durant ces périodes-là, et durant la gestation, va jouer sur le phénotype, et comment on peut utiliser cet environnement à la fois pour prédire le phénotype et aussi agir sur cet environnement pour finalement diriger le phénotype. Et la troisième partie, le troisième axe, c'est l'amélioration de la fertilité, qui reste toujours un problème, et des biotechnologies de la reproduction chez l'homme et chez les animaux d'élevage.
Alors si je décline un petit peu plus, donc on va aller assez vite, hein, pour cet axe 1, on va travailler sur le remodelage de la chromatine dans les premiers stades embryonnaires, parce que finalement la configuration de la chromatine va faire que les gènes, en tout cas certains activateurs de gènes ou promoteurs vont être plus ou moins proches et donc les gènes vont plus ou moins s'exprimer. Les mécanismes de mise en place de la pluripotence, donc l'embryon très précoce, et donc surtout l'acquisition de données manquantes en épigénétique et métabolomique sur nos animaux de phare, hein, donc vous les voyez ici. Hein. L'intégration des données donc entre le métabolome, donc le fruit du métabolisme, l'épigénome et le transcriptome, et les mécanismes moléculaires de la différenciation gonadique. Alors un exemple qui fait partie des projets, alors nous sommes en pleine restructuration de l'unité pour la prochaine évaluation, puisqu'on est évalué tous les 5 ans, et donc ça c'est les projets qui sont en train d'émerger. Donc on voit vraiment d'aller de la gonade jusqu'à l'embryon, jusqu'au stade de mise en route de l'embryon et d'aller regarder comment ça se passe sur l'embryon et aussi de développer des blastoïdes qui sont finalement des modèles cellulaires modélisant l'embryon. Et on va aller regarder en particulier le rôle du métabolisme. Et on est particulièrement intéressé aussi, j'ai vu que chez Mathieu aussi, hein, on fait un petit focus sur la mitochondrie parce que elle semble être vraiment centrale dans ces régulations. Au niveau de l'axe 2, eh bien, l'idée c'est de caractériser les phénotypes embryonnaires, phétoplacentaires et postnatales en réponse à l'environnement, et toujours mâles et femelles, parce qu'en fait, les mâles et les femelles répondent différemment. Donc je pense que Véronique en parlera peut-être un petit peu. On veut explorer donc les mécanismes à la fois par des approches in vivo, ex vivo, in vitro, avec du génome et de l'épigénome editing et des modèles cellulaires. On répond à un besoin sociétal qui est de diminuer la recherche animale. Vous savez qu'il y a une pression énorme et donc on développe des modèles cellulaires. Et l'idée, c'est de donc prévenir ou corriger les phénotypes, soit en modifiant la prise alimentaire des animaux, soit aussi en ciblant les bonnes fenêtres d'intervention, et soit par des approches un peu plus innovantes, comme des nanovecteurs, ou de jouer par l'odorisation. Et de nouveau, vous voyez ici les espèces cibles, et là, le cheval est apparu. Heureusement. Et donc, un exemple des enjeux dans ce groupe-là, eh bien, c'est vraiment pour l'alimentation humaine, on va plutôt s'intéresser aux risques toxicologiques de l'environnement pour identifier et caractériser les potentiels nouveaux dangers avec les nouveaux dangers liés au style de vie ou au style de management des animaux, et approfondir les mécanismes d'action. Et ce qui nous intéresse, c'est en particulier de combiner l'obésité et les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules. Donc ça, c'est dans nos projets. Et puis, pareil, préserver la santé des animaux en élevage en travaillant sur les leviers précoces qui vont renforcer la robustesse de ces animaux et en particulier leur capacité à s'adapter à un environnement qui est en pleine mutation avec le changement global du climat. Et donc, il faut qu'on ait des animaux qui soient capables de résister et de s'adapter à cet environnement. Donc, le troisième objectif, c'est le traitement des infertilités et des biotechnologies de la reproduction. Donc chez l'homme et l'animal, avec à la fois des travaux sur les gamètes mâles et femelles, l'inflammation utérine, l'amélioration des biotechnologies. Alors on fait un peu de maturation ovocytaire en collaboration avec Eliance et la PRC, mais surtout des milieux de culture embryonnaire. Et on essaie de développer des biomarqueurs prédictifs qui vont nous permettre d'agir au bon moment. En fait, ça va être un atout très très important pour pouvoir en élevage agir au moment où on peut encore changer les choses. Et donc, alors là, c'est une diapo compliquée, mais c'est juste pour vous illustrer. On a un projet Rumigène qui est porté par Éric Pailloux, qui va vous parler tout à l'heure. Et dans ce projet, il y a le développement d'une puce d'épigénotypage à haut débit qui pourrait être utilisée à terme en élevage, d'abord en recherche, et on travaille sur la transmission paternelle par le sperme et par différents agents de marques qui vont ensuite agir sur les animaux.
On va travailler sur la qualité de la semence et donc cette transmission maternelle, sur des biomarqueurs sanguins qui vont aussi permettre de savoir l'état épigénétique des animaux, et de nouveau pour pouvoir agir sur ces animaux et préserver leur santé et aussi trouver des moyens pour améliorer leur santé et améliorer leur robustesse. Donc les développements méthodologiques, et c'est ma dernière diapositive avant la PRC, et bien donc pour faire cela, il nous faut suivre tout ce qui est la mutagénèse ciblée, le génome editing et l'édition aussi de l'épigénome. Il faut aussi suivre ce qui se fait au niveau des analyses. Maintenant, on fait des analyses génomiques au niveau d'une seule cellule. Et donc, ça donne des choses beaucoup plus fines que lorsqu'on utilisait un tissu entier. Donc ça, c'est des techniques compliquées, lourdes, chères. Et puis, on va aller plus loin aussi à regarder exactement les sites mis en cause avec l'attaque sec. On va aussi développer l'imagerie. Alors là, j'ai une super image dont je suis très fière, si j'arrive à la faire marcher. Voilà, ici, voilà, c'est un exemple de nouvelle microscopie, c'est de la microscopie light sheet, donc ray de lumière. Le tissu n'est pas fixé, il est juste fixé, il est transparisé, et avec un rayon de lumière qui va passer à travers du tissu, ici on rentre dans un placenta écluant. Il fallait quand même que je vous mette une photo de cheval. Et donc on va développer de plus en plus donc, des analyses automatisées et des analyses, différentes analyses d'imagerie. On continue à y travailler, et puis des systèmes in vitro alternatifs, et en essayant de les valider pour pouvoir réduire l'utilisation des animaux. Et puis bien sûr, le grand enjeu pour l'avenir, ça va être l'intégration des données, parce que vous imaginez bien que tout ça, ça génère énormément de données, et ça, je pense que c'est un des enjeux pour la recherche. À toi, Mathieu. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc avant de commencer, je voulais juste rapidement remercier Eric Palmer pour l'organisation de cette session, Pascal pour nous avoir proposé de faire une présentation à deux voix en quelque sorte, et évidemment saluer Monsieur Duménil-Dubuisson pour son activité, sa participation au rayonnement de la PRC. C'est pas grave. Donc vous avez bien compris, j'imagine, Monsieur Dubuisson, vous reconnaissez les bâtiments de ce qui est maintenant le laboratoire de physiologie de la reproduction et des comportements qui n'ont pas tellement évolué, en tout cas dans leur aspect extérieur. Depuis le moment où vous y avez exercé. Et à l'époque, je pense que le laboratoire s'intitulait Station de physiologie de la reproduction des mammifères domestiques, si je ne dis pas d'erreur. Le nom a changé parce que vous allez voir, on travaille actuellement notamment aussi sur les oiseaux. Donc Pascal ayant été un peu bavarde, je vais essayer de vous faire ma présentation rapidement. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le laboratoire est un laboratoire à 4 tutelles, dont la tutelle principale, et je ne commenterai pas les chiffres, est évidemment INRAE, mais qui accueille également des agents du CNRS, de l'Université de Tours et du CHU de Tours, et de l'IFCE qui vous a été présenté, et puis on a un certain nombre de collègues aussi du Muséum d'Histoire naturelle ou de l'Université de Poitiers. Alors, j'allais dire là aussi, historiquement, et c'est peut-être ce qui nous différencie un peu de l'UMR Bride, c'est que le laboratoire, il a toujours été organisé autour de la fonction de reproduction, mais également dans son étage cérébral. Donc à Nouzy, on fait de la reproduction aussi au-dessus de la ceinture, si vous me permettez cette expression-là. Et aujourd'hui, le laboratoire, il est organisé en 3 grandes thématiques. Qui sont donc la première qui concerne l'étage cérébral, avec tout ce qui concerne la biologie du comportement et la neuroendocrinologie. L'étage très traditionnel, je vais aller à mon numéro 3, qui est tout ce qui concerne la biologie des gonades, de la reproduction. Et puis une deuxième thématique, la thématique numéro 2, qui s'est développée de manière plus récente, un peu à l'interface des 2 thématiques que je vous ai décrites, et qui concerne tout ce qui est relatifs à la biologie systémique et aux aspects de modélisation, et qui sont en particulier dédiés à l'étude des récepteurs couplés aux protéines G, puisque ces récepteurs
en tout cas, médient un certain nombre de fonctions cérébrales et de fonctions de reproduction qui sont d'intérêt pour nous. Donc je vais vous présenter en quelques diapositives vraiment des intitulés très larges de ce qu'on fait aujourd'hui par thématique. Alors peut-être dans la thématique biologie du comportement et neuroendocrinologie. Alors si vous voyez, pardon, ma souris, je vais commencer par là. Toujours des aspects finalement liés à la reproduction, de communication sociale et d'interaction sociale, notamment d'interaction sexuelle, pour comment dire, la modulation de la fonction de reproduction, avec des études par exemple autour de l'effet mâle, sur lesquelles Philippe Cheminot, qui est membre de cette compagnie, a longtemps et continue à travailler. Des recherches également sur des aspects de neuroendocrinologie, donc des régulations saisonnières et de régulation de l'axe gonadotrope, avec des populations neuronales qui contrôlent vraiment l'ovulation au niveau cérébral. Et puis des thématiques où, alors là, on est moins évidemment dans la reproduction, mais c'est en réponse à des pressions sociétales assez fortes. Et Jean-Pierre Signoret, que vous avez dû connaître, avait été précurseur là-dessus, sur tout ce qui est, j'allais dire, lié au bien-être animal et qui aujourd'hui se décline dans des études autour de la cognition animale, de la relation homme-animal. Et puis vous verrez que sur le plan méthodologique, on a beaucoup développé les approches de neuroimagerie pour être moins invasifs et dans une certaine mesure plus respectueux de l'animal. Je saute rapidement à ma deuxième thématique, donc sur la biologie et la modélisation des récepteurs couplés aux protéines G, donc avec un certain nombre d'études autour de la signalisation des hormones gonadotropes, donc LH, FSH, la compartimentalisation de ces phénomènes de signalisation et enfin, de manière récente, là aussi, donc, des aspects de modélisation mathématique. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, donc la PRC a essayé aussi de prendre cette vague et de voir comment ces méthodes, elles peuvent impacter ou être utilisées dans nos domaines de recherche. Et puis après, sur le plan appliqué, le développement de ce qu'on appelle des nanobodies, mais des fragments d'anticorps pour le contrôle de la fonction de reproduction, tant chez l'animal que dans l'espèce humaine. Et donc je vais passer un peu plus de temps sur la fonction de reproduction avec deux grandes thématiques. Une thématique autour des interactions entre métabolisme et reproduction, avec... si je trouve ma souris, voilà. L'influence du statut métabolique sur la qualité des gamètes et la fertilité mâle comme femelle. Pascal en a dit un mot, la mitochondrie, qui est évidemment, qui prend une place importante dans tous les aspects métaboliques au sein des gamètes, fait l'objet d'études qui se développent, et puis un certain nombre de molécules de signalisation d'adipocytokines et d'hépatokines, qui joue un rôle important donc, dans la signalisation de l'état métabolique au niveau de l'organisme. Et puis le deuxième thème, là aussi très vaste, autour de la production, de la qualité, de la conservation des gamètes et des embryons, et des interactions de ces gamètes et embryons avec leur environnement. Donc un certain nombre de recherches autour de marqueurs de la qualité des gamètes et autour de leur aptitude à la fécondation, des recherches autour du développement embryonnaire précoce et des interactions entre l'embryon et l'oviducte, des aspects autour de la conservation, de la cryoconservation donc des gamètes en lien avec donc les ressources génétiques, un certain nombre de recherches autour de l'influence des facteurs de l'environnement, le stress thermique, on en parle beaucoup aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, et puis Pascal en a touché un mot, aussi beaucoup de recherches autour des organoïdes comme alternative un peu à l'expérimentation animale. Donc sur tous ces thèmes-là, évidemment, on a un certain nombre de collaborations entre nos deux unités. Et pour tout vous dire, même cette semaine, on a une journée d'animation commune. Il y a 2 ans, on était allé à Jouy, donc voilà, on reçoit nos collègues de Jouy à Nouzilly jeudi. Voilà, et puis juste pour finir rapidement, Pascal a parlé de méthodologie, je vais juste prendre une
30 secondes sur cette diapo pour vous dire qu'on a une plateforme qui allie 3 compétences de chirurgie que vous avez dû connaître, mais qui s'est renforcée par des approches d'imagerie et de spectrométrie de masse et qui permettent un phénotypage multimodal, multi-échelle. Et je pense que la présentation de Xavier Druard tout à l'heure vous donnera un aperçu de comment on peut combiner ces différentes approches. Et puis, on a d'autres plateformes plus classiques de microscopie, de dosage hormonaux, et puis d'analyse un peu de tous ces données massives que génère la biologie actuelle. Et ma dernière diapo, c'était juste pour souligner l'importance dans les infrastructures INRAE que jouent les unités expérimentales. Alors nous, on a deux unités qui sont, j'allais dire, nos voisines sur le site de Nouzilly, dont on est utilisateur, mais nos collègues de Jouy les utilisent aussi. Et il y a un réseau au niveau national qui est tout à fait pertinent et utile pour les recherches qu'on mène. Voilà, j'ai été, j'espère, pas trop long. Merci. Merci Mathieu. Je suis désolé, vous êtes puni. Vous n'aurez pas de questions. Vous avez passé le temps. Vous nous avez placé le cadre. Si on a le temps de questions générales, on les aura à la fin. Et ça permettra comme ça à Véronique Duranton d'avoir tout son temps pour présenter ses travaux. Bonjour à tous. Je vais commencer évidemment par remercier les organisateurs de m'avoir proposé de participer à cette journée. C'est un grand plaisir pour moi que de venir vous parler des sujets qui m'intéressent et ceci lors d'une journée en l'honneur de M. Duménil-Dubuisson, que je n'ai pas eu le plaisir de croiser au cours de ma vie professionnelle, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Voilà, donc on m'a demandé de vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire autour de la question de ce qu'on appelle l'influence de l'environnement périconceptionnel sur la qualité de l'embryon. Alors, la première chose, c'est de définir ce qu'on appelle la période périconceptionnelle. Et pour ma part, j'entendrai par là tout ce qui concerne d'une part la maturation des gamètes, ovocytes et spermatozoïdes, et la période de l'embryon. Alors préimplantatoire chez la plupart des espèces, chez les ongulés, la période préimplantatoire est évidemment plus longue qu'ici, mais la période qui sépare la fécondation de la formation du stade blastocyste. Alors c'est une période qui paraît... Alors pour les gamétogénèses, on arrive à des cellules tellement différenciées que tout le monde conçoit très aisément que ce soit des mécanismes extrêmement compliqués qui se mettent en œuvre au cours des gamétogénèses. Mais quand on regarde par contre l'embryon, qui paraît à ces stades-là extrêmement simple morphologiquement, en fait on peut avoir une idée fausse et se dire que la période est très simple. Alors ça c'est complètement faux puisque c'est une période au cours de laquelle déjà morphologiquement se mettent en place les premiers lignages avec les lignages extra-embryonnaires et puis la masse cellulaire interne des cellules pluripotentes qui donneront le fœtus lui-même. C'est une période au cours de laquelle on a activation transcriptionnelle du génome nouvellement formé, qui est un phénomène unique au cours de la vie d'un individu, élimination des transcrits maternels. C'est une période de reprogrammation épigénétique intense et on met de plus en plus en évidence, on revient à des analyses du métabolisme qui mettent également en évidence des phénomènes de reprogrammation métabolique. Donc en fait, au niveau moléculaire, c'est une période extrêmement compliquée. Ce qui est maintenant tout à fait admis depuis 10 à 15 ans, c'est que l'environnement dans lequel se déroulent ces différents événements a une influence sur le phénotype, d'une part de l'embryon, du fœtus, du nouveau-né et de l'adulte qui se développera. De telle sorte que quand vous avez vu mon titre « Environnement périconceptionnel et qualité de l'embryon », il faut bien comprendre que je ne vais pas m'intéresser dans ce cadre-là à la qualité uniquement de ce blastocyste, mais que la qualité de l'embryon doit être conçue et regardée en regardant la santé et le phénotype de l'individu qui naîtra de cet embryon. Alors, je vais diviser mon topo en deux parties. Une première partie dans laquelle je vais vous montrer 3 exemples pour illustrer le fait que l'ovocyte, le spermatozoïde et l'embryon sont sensibles à leur environnement avec des conséquences à long terme. Et ensuite, je vous présenterai un projet en cours dans l'unité qui traite de ces questions.
Alors l'ovocyte sensible à son environnement, un cas très simple, c'est qui concerne aussi bien la santé humaine que éventuellement la santé animale, mais surtout la santé humaine, c'est le cas de l'obésité maternelle, dont on sait qu'elle est associée à des baisses de fertilité, et baisses de fertilité qui sont dues notamment à une qualité ovocytaire moindre, puisque les blastocystes sont de moindre qualité, on a des fausses couches plus précoces, des anomalies congénitales, et un risque de développement de syndrome métabolique chez les descendants. Alors chez l'animal, on a développé des modèles, notamment chez le rongeur, qui reproduisent ces phénotypes et dans lesquels on peut, bien sûr, alors excusez-moi, je ne maîtrise pas du tout le truc, là je suis désolée, et dans lesquels on peut faire des études moléculaires beaucoup plus approfondies. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ces modèles animaux, ici chez la souris, rendue obèse par un régime hyper gras, c'est que si on transfère dès le stade blastocyste les embryons qui se sont développés dans cette souris, dans une souris receveuse contrôle, eh bien on a les mêmes phénotypes à l'âge adulte, ce qui veut dire que gamètes ou embryons ont été programmés par leur environnement et que replacer le blastocyste pour son développement ultérieur dans un environnement contrôle, non altéré, ne suffit pas à corriger la trajectoire qui a été prise et qui induit le phénotype altéré. Alors, je vous présente l'exemple de cette étude publiée en 2018 dans Nature Genetics et dans lesquelles les auteurs ont essayé, justement, en cas d'obésité maternelle, de comparer ce qui se passe pour le développement fœtal. Donc vous avez ici le développement de fœtus développé dans des femelles normales et ici dans des femelles nourries par un régime high-fat diet. Et vous voyez que juste avant la période ici, juste avant la naissance, on a une réduction de la longueur des fœtus, donc du développement fœtal, de la taille des fœtus ici. Alors, ce qui est très intéressant là aussi, c'est que si on transfère cette fois-ci au stade zygote, c'est-à-dire juste après les fécondations, les embryons de ces femelles dans des receveuses normales, on a reproduction exactement du phénotype au stade fœtal. Donc il n'y a pas correction de la trajectoire qui a été prise et qui a donc programmé l'ovocyte. Cette étude est particulièrement jolie parce que les auteurs se sont intéressés à l'étude du protéome des ovocytes en question et ils ont pu mettre le doigt sur une différence significative dans une quantité d'une protéine, la protéine Stella. Alors vous allez me dire pourquoi Stella ? D'abord parce que c'est celle sur laquelle ils sont tombés en comparant les deux protéomes. Et Stella, c'est une protéine qui est impliquée dans la régulation des modifications épigénétiques qui se produisent au cours du développement préimplantatoire et en particulier dans la régulation de la déméthylation différentielle du génome paternel et du génome maternel au cours des divisions de l'embryon ici. Et en fait, cette protéine permet d'assurer la dissymétrie de traitement épigénétique de ces deux épigénomes, et dans le cadre d'embryons issus d'ovocytes développés dans des souris obèses, il n'y a plus cette dissymétrie. L'étude va jusqu'à le sauvetage du phénotype par simple réinjection de la protéine Stella dans l'ovocyte. Donc on a bien ici un exemple qui montre à quel point l'ovocyte est sensible à l'environnement maternel et peut programmer le phénotype de l'individu qui va naître. Alors côté spermatozoïde, les choses sont peut-être un petit peu moins avancées, mais on sait déjà, les premières études étaient parues, comme vous le voyez ici, dès les années 2010. On sait déjà de la même façon, ici dans le cas d'un régime low protein diet administré au père, qu'on a des conséquences sur le phénotype des individus qui vont naître après que ces pères aient été utilisés pour féconder des femelles contrôle. En particulier ici, les petits qui naissent ont un métabolisme hépatique du cholestérol qui est modifié et les auteurs ont pu mettre en évidence la surexpression de certaines enzymes impliquées dans ce métabolisme du cholestérol chez les petits. Alors, ils ont poursuivi leurs études et ont pu montrer en fait que le spermatozoïde de ces pères qui subissent ce régime low protein diet, au cours de son passage dans l'épididyme, se charge de toute une série de petits fragments d'ARN qui sont des fragments d'ARN de transport, d'ARN de transfert, qui sont surreprésentés dans les spermatozoïdes de ces pères qui ont subi ce régime. Et l'inhibition en fait de ces différents petits ARN soit dans des cellules ES, soit
dans l'embryon a des conséquences sur l'expression génique, et en particulier dans l'embryon aussi, ici au stade 4 cellules, inhiber l'action de ces petits fragments d'ARN de transfert a pour conséquence de modifier l'expression de toute une série de gènes qui sont très précocement exprimés au cours du développement embryonnaire, parmi les premiers, et qui sont des gènes régulés par des séquences rétrovirales endogènes au sein du génome de l'embryon. Donc ici, on n'a pas le lien direct entre cette dérégulation et le phénotype qu'on a ici. Les analyses vont être poursuivies, mais en tous les cas, on a la démonstration que l'apport de ces petits fragments d'ARN de transfert chargés dans le spermatozoïde au cours de son passage dans l'épididyme peut avoir un rôle fonctionnel sur l'expression du génome de l'embryon. Troisième exemple, c'est un exemple maintenant qui est connu comme un des exemples fondateurs. Il a été développé par des collègues qui sont à l'université de Southampton, qui ont voulu clairement démontrer que la seule période qui se déroule entre la fécondation et la formation du blastocyste, ici dans un modèle souris, est extrêmement sensible à l'environnement, avec des effets à long terme également. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soumis des souris, donc des femelles, à un régime pauvre en protéines, à nouveau, pendant la seule période des 3 premiers jours, 3 jours et demi, qui suivent la fécondation, donc de la fécondation au stade blastocyste. Et comme vous le voyez ici, dans ce cas, les descendants, lorsque ce sont des femelles, ont un poids de naissance statistiquement significativement augmenté par rapport aux individus contrôles et une courbe de croissance qui, pendant toute leur vie, reste au-dessus des autres. Alors cette étude, elle a été suivie par toute une quantité de papiers dans lesquels les auteurs ont tiré parti à fond de cet effet de programmation, jusqu'à des études de l'effet de cette programmation par l'environnement maternel sur le développement neuronal et cognitif des individus, par exemple. Alors là aussi, le transfert des blastocystes obtenus ainsi dans des receveuses contrôle ne permet pas de corriger le phénotype qui a été programmé pendant la période fécondation, formation du blastocyste. Alors évidemment, quand on voit tous ces effets de l'environnement, la question qui se pose lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'application des biotechnologies de l'embryon, c'est quid de l'impact notamment de la production in vitro des embryons, puisque nécessairement elle implique une modification énorme des conditions de gamétogénèse et de développement de l'embryon. Et cette question est d'autant plus importante que, comme vous le voyez ici, donc des chiffres de l'IETS, depuis 2017 maintenant, le nombre d'embryons produits in vitro pour l'élevage a largement dépassé celui des embryons produits in vivo au niveau mondial. Donc, pour les bovins, oui, tout à fait. Pour les bovins, oui, dans les autres espèces, on n'en est pas là. Alors, les modèles animaux, lorsqu'on s'adresse aux rongeurs, montrent que lorsqu'on utilise de la superovulation, de la fécondation in vitro, de la culture in vitro de l'embryon, on a des effets sur la croissance fœtale, le développement placentaire, avec des anomalies du placenta. À l'âge adulte, on peut observer, en conditions non optimales, bien sûr, des anomalies métaboliques, des anomalies de fonction cardiovasculaire et de comportement, avec des dimorphismes sexuels, c'est-à-dire des réponses, enfin des phénotypes distincts pour les mâles et les femelles issus de ces perturbations. Et au niveau moléculaire, donc des perturbations de la méthylation de l'ADN, de l'acétylation des histones et de l'expression de gènes soumis à empreinte, là encore avec l'existence de dimorphismes sexuels. Alors, qu'en est-il des individus qui naissent issus justement de la production in vitro d'embryons chez le bovin? Alors si on regarde cette étude de 2014, les chiffres sont assez affolants, puisque là, Bonilla en 2014 publie une expérience sur quelques dizaines d'animaux dans lequel il a jusqu'à 25 à 30% de mortalité embryonnaire lorsqu'il utilise du transfert d'embryons frais ou vitrifiés, alors qu'il n'en a que 5% en insémination artificielle. Heureusement, vraisemblablement, ces chiffres ne seraient plus d'actualité. On a ici une étude qui est souvent citée, qui est de Siqueira en 2017, et qui montre quand même, dans les 6 premiers mois de vie, une augmentation de la mortalité donc périnatale des veaux lorsqu'ils sont, vous voyez ici, c'est insémination artificielle, production in vitro, ici, production in vivo de l'embryon et transfert,
production in vitro conventionnelle et production in vitro avec de la semence sexée. Et on a quand même une augmentation significative de ces mortalités pour certaines biotechnologies, en particulier lorsque de la semence sexée est utilisée. Donc ça, c'est un type de données. On s'aperçoit que les publications ont tendance à réaugmenter dans ce domaine de veille de ce que deviennent ces individus. Alors sur leur performance, toujours dans l'étude de Sequia, il est mentionné dans le cas d'utilisation de semences sexées et uniquement dans ce cas-là, une légère réduction de la production laitière et de la qualité du lait, que ce soit en termes de contenu protéique ou de matière grasse. D'autres études, toujours très récentes, rapportent sur des effectifs assez importants, notamment pour l'IA, et évidemment toujours beaucoup plus faibles pour les autres biotechnologies, des différences sur le poids à la naissance ou sur le poids au sevrage, lors de l'utilisation notamment de transferts d'embryons produits in vitro. Et enfin, alors une étude dont le papier est vraiment sorti extrêmement récemment, qui est une étude québécoise qui tire parti de l'enregistrement des données, qui conclut qu'une production laitière, la production laitière n'est pas altérée par la production in vivo de l'embryon ou par la production in vitro, mais que par contre, il y aurait un point de vigilance à porter sur les indices de fertilité des filles issues des filles issues de ces technologies et d'une façon générale peut-être sur une moindre augmentation de l'index de performance génétique que les Canadiens appellent le lifetime performance ici. Alors, donc ça, c'est en termes de performance, notamment pour les caractères zootechniques d'intérêt pour la production. Maintenant, on peut se poser la question, que se passe-t-il en termes physiologiques pour ces individus nés d'embryons développés in vitro? Alors, il y a deux très jolis papiers qui sont sortis, publiés par Rabaglino et ses collaborateurs, qui montrent d'une part sur l'étude de veaux à l'âge de 4 mois, des modifications épigénomiques et transcriptomiques de l'axe hypothalamo-hypophyse-testicule qui pourraient laisser penser à un avancement de la puberté. Et puis, dans une étude encore plus récente, les auteurs se sont intéressés à caractériser au niveau moléculaire ce qui se passe au niveau du foie et du muscle chez ces individus, en analysant à la fois le transcriptome et le méthylome. Et ils mettent en évidence dans les deux organes, lorsque l'embryon est produit in vitro comparé à de l'embryon produit in vivo, et dans les deux cas transférés, donc chez les individus qui naissent, une modification du métabolisme, puisqu'on a une augmentation de la respiration aérobie aussi bien dans le foie et dans le muscle, et une perturbation des synthèses protéiques, avec une augmentation des synthèses protéiques dans le foie et une diminution dans le muscle. Et en particulier, ils se sont penchés sur cette voie de régulation des synthèses protéiques en réponse à des environnements nutritionnels distincts de la cellule, donc la voie IGF-2 qui passe par mTOR ici et qui vient réguler la traduction protéique. Et bon, sans rentrer dans les détails, on voit ici donc sur fond gris ce qui se passe dans le foie, sur fond blanc ce qui se passe dans le muscle, et on voit une inversion systématique des surexpressions ou sous-expressions de chacun des membres de cette cascade de régulation entre les embryons produits in vitro et les embryons issus de superovulation et production in vivo, puis transfert. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les veaux qui sont nés de ces deux types d'embryons. Donc les auteurs font l'hypothèse que dès le stade embryonnaire, il y a eu adaptation du métabolisme énergétique de l'embryon, vraisemblablement des modifications de la fonction placentaire et une adaptation métabolique persistante dès la vie fœtale du muscle et surtout en passant par le foie, mais du muscle également, et que cette adaptation métabolique persiste encore à l'âge de 4 mois chez ces veaux. Alors de tout ça, il y a certains auteurs qui pensent évidemment à utiliser cette sensibilité de l'embryon à son environnement pour moduler le phénotype. Et là, l'équipe de Hansen a publié il y a 2 ans l'effet d'une complémentation du milieu de culture en donneur de groupement méthionine, dont ils ont considéré que par rapport, donc c'est de la choline qui rajoute au milieu de culture,
choline dont la concentration varie beaucoup dans le fluide oviductal et utérin dans la première semaine post-ovulation. Et donc, cette choline qui intervient comme dans le cycle des donneurs de groupement méthyle, ils le rajoutent au milieu de culture et ils observent un phénotype à 3 ou 4 mois chez les individus qui naissent, qui montre une augmentation de poids au sevrage, sans augmentation de taille, et donc un développement de la masse corporelle par unité de hauteur de l'individu, qui pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant d'un point de vue phénotypique et zootechnique. Ils ont poussé l'analyse moléculaire à une analyse du méthylome dans le muscle, et ils montrent notamment des perturbation de la méthylation justement de gènes ribosomiques. Vous voyez que sur l'ensemble des cytosines différentiellement méthylées qu'ils ont pu observer, plus de 177 sont localisés sur le chromosome 27 et en particulier dans les promoteurs de gènes régulant la synthèse, donc dans les promoteurs de gènes codant pour les ribosomes et donc impliqués dans la traduction. Voilà, alors vous avez ici les enrichissements fonctionnels qui sont repérés dans les gènes qui sont affectés par des méthylations différentielles de méthionine. Il me reste un peu de temps ou pas du tout? Il vous reste 5 minutes. C'est parfait. Non, bah, tant pis. Bon, alors je vais me permettre de les utiliser pour vous parler d'un projet qu'on a en cours en collaboration avec Eliance dans l'unité et qui part justement de la constatation que puisque l'environnement a des effets à long terme qui peuvent différer selon le sexe de l'individu, il doit y avoir des différences très précoces pendant les fenêtres d'exposition entre embryons mâles et embryons femelles et qui visent donc à caractériser ces différences d'une part et à voir comment elles sont modifiées par des perturbations de l'environnement. Voilà. Donc ça, c'est un projet Beau-Sex-Dim, on l'appelle, et on s'intéresse à 3 stades du développement précis. Le stade jour 7, où on est avant l'inactivation du chromosome X chez les embryons femelles. Le stade jour 18, où le X des embryons femelles, un des 2 X est inactivé, et on est juste avant l'implantation. Et puis, au cours du développement fœtal. Et donc, on a analysé les transcriptomes de chacun des tissus embryonnaires à chacun de ces 3 stades. Et voilà, ici, vous avez à jour 7 le nombre de gènes différentiellement exprimés selon le compartiment masse cellulaire interne ou trophectoderme chez l'embryon de jour 7, les nombres de gènes affectés par l'effet condition et le nombre de gènes affectés par l'effet sexe. Vous voyez que ces nombres diminuent drastiquement à jour 18, ce qui reflète ici l'inactivation du chromosome X chez la femelle et la compensation de dosage génique, et ici le fait que les embryons ont repassé 11 jours après avoir été retransférés in vivo, donc dans un environnement qui est commun pour les embryons dits développés in vivo et in vitro. Vous voyez qu'à jour 40, néanmoins, le nombre de gènes présentant un effet condition réaugmente dans ces 4 organes et que, à nouveau, les effets sexes sont surtout importants au niveau de la gonade. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que dès jour 7, 30 à 50% des gènes qui présentent un effet sexe dans leur expression sont également affectés par la condition de développement des embryons in vivo ou in vitro. Vous voyez ici des gènes qui sont surexprimés chez les femelles dans les 2 cas, mais qui globalement sont beaucoup moins exprimés in vitro que in vivo, et ici l'effet inverse. Donc 30 à 40% de ces gènes, ce qui représente quand même quelque chose de très important. Alors les dimorphismes sexuels dès jour 7, si je me focalise sur le trophectoderme, vous voyez ici les fonctions qui sont enrichies plutôt dans le trophectoderme des embryons femelles, et ici spécifiquement dans le trophectoderme des embryons mâles, avec beaucoup de gènes ayant trait au métabolisme. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'effet de l'environnement, c'est qu'on est capable de mettre en évidence des gènes qui sont surexprimés lorsqu'on place l'embryon in vitro seulement chez les embryons mâles ou seulement chez les embryons femelles. Et donc ça, je le mets en évidence en cherchant ceux qui sont surexprimés chez les mâles seulement in vitro. Et vous voyez que la condition de développement in vitro peut faire apparaître des dimorphismes d'expression sexuelle de ces gènes dès jour 7. Alors on a ça côté mâle et évidemment on a la même chose côté femelle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a aussi des dimorphismes qui sont générés par la condition vitro à jour 18, malgré les 11 jours que tous les embryons ont repassé in vivo et qui n'existent pas dans un embryon qui s'est développé in vivo. Et de la même façon, dans le chorion à jour 40, on a encore une trace
au niveau de ces dimorphismes d'expression génique, de différences qui ont été générées par le fait de cultiver l'embryon in vitro et qui n'existaient pas entre embryons mâles et femelles développés in vivo. Donc on a bien des réponses différentes de l'embryon en fonction de son sexe à la même condition de développement in vitro. Alors évidemment, on a poursuivi en regardant ce qui se passe au niveau des épigénomes. Et là, de la même façon, alors c'est des résultats extrêmement préliminaires que je me permets de vous présenter ici pour vous montrer que la production in vitro, donc c'est le nombre de cytosines que l'on trouve différentiellement méthylées lorsqu'on refait une étude pangénomique dans chacun de ces tissus, à jour 18 ici, jour 40 ici, chez les fœtus femelles ou chez les fœtus mâles. Et vous voyez que la production in vitro affecte davantage le méthylome, ou du moins affecte un plus grand nombre de cytosines chez les fœtus femelles que chez les fœtus mâles, sauf chez les gonades où c'est équivalent. Et vous voyez également qu'il y a une tendance dans le trophoblast à jour 18, le chorion et le foie femelle, à une augmentation de la méthylation lors du passage des embryons in vitro pendant les 7 premiers jours. Et c'est donc qu'on trouve une trace très nette de ce passage in vitro encore dans les organes ici à jour 40, au niveau du méthylome. Et puis dans le cerveau et la gonade, on a plutôt l'effet inverse, donc d'une diminution de la méthylation induite par le passage des embryons in vitro pendant leurs 7 premiers jours. Voilà, donc pour conclure, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que de plus en plus, on met en évidence que l'environnement pendant la période périconceptionnelle programme le phénotype de l'individu à naître, que ce soit l'environnement des gamètes ou celui de l'embryon lui-même. Les mécanismes moléculaires, bon, je les ai évoqués rapidement, mais ils sont souvent de nature épigénétique, mais peut-être pas que, et leur nature épigénétique peut être une conséquence d'événements plus précoces. Ils sont extrêmement variés et encore peu compris. On a vraiment besoin d'études qui intègrent les connaissances à l'heure actuelle. Et puis, comme vous l'avez vu, il faut travailler dans un premier temps pour décrire les choses de façon très précise, tissu par tissu, en prenant en compte le sexe des individus. Et ensuite, on va avoir un énorme travail d'intégration. Alors moi, j'irais au-delà du travail d'intégration des données. C'est une fois qu'on aura intégré toutes ces données, il va y avoir un vrai travail d'intégration physiologique pour voir comment ces perturbations qu'on a facilement, entre guillemets, mis en évidence au niveau moléculaire, permettent quand même à l'animal de vivre et quelles conséquences ça risque d'avoir, alors en termes de production pour les agronomes, mais en termes de santé, de bien-être animal, etc. Et d'une façon générale sur la physiologie et l'avenir de ces animaux. La veille s'accentue sur les conséquences possibles de la production in vitro des embryons bovins. Vous l'avez vu avec quelques études récentes. C'est des choses dont on ne se souciait absolument pas, considérant que l'embryon bovin se satisfaisait très bien d'être produit in vitro. Et je crois qu'on est largement revenu en arrière de ça et qu'il y a un véritable intérêt scientifique et technique pour ces questions. Alors, je remercie évidemment les financeurs du projet APISGEN, l'ensemble du projet BOSEX-DIM, l'ensemble des collaborateurs, et je présente toutes mes excuses à Hélène Jam, qui évidemment a fait tout le travail de méthylome, d'analyse des méthylomes, et c'est toujours comme ça, les plus proches, les plus impliqués, on les oublie. J'ai oublié de mettre son nom sur la diapositive, mais sachez que c'est elle qui a fait ce travail. Voilà. Merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup parce que ce que Pascal n'avait jamais réussi à m'expliquer, pourquoi il y avait des différences entre les mâles et les femelles, je crois que j'ai compris pour une fois. Vous allez venir me voir plus tôt. Mais malheureusement, nous n'aurons pas de temps pour les questions. Monsieur Xavier Druard, s'il vous plaît, va nous parler de l'exploration fonctionnelle de la migration des spermatozoïdes dans le tractus génital. Bonjour, donc je remercie l'Académie de m'avoir invité, Eric Palmer, particulièrement de m'avoir invité de vous parler de ces travaux que je mène à l'INRA. Alors mon exposé sera beaucoup moins scientifique que celui de Véronique, ce sera plus des images, des vidéos, une petite séquence images. Et donc c'est pour ça que le titre s'appelle « Exploration fonctionnelle du transit des spermatozoïdes dans le tractus génital femelle ». Et j'ai choisi cette image qui ressemble à une planète et qui en fait est une goutte de sperme de mouton et qui pour moi reste toujours une planète à explorer et pleine de mystères. Donc le transit des spermatozoïdes chez les mammifères, en fait, c'est depuis le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin ou dans l'utérus, ils vont devoir migrer pour atteindre le site de fécondation dans l'oviducte.
Lors de cette migration, ils vont traverser 2 zones de sélection, le col de l'utérus. Donc, est-ce que j'ai un pointeur? Non. Oui, pardon. Donc le col de l'utérus qui se trouve entre donc, le vagin et l'utérus, et puis une zone un petit peu moins connue qui est la jonction utérotubaire qui se trouve entre l'utérus et l'oviducte. Ces 2 zones ont un rôle de sélection des spermatozoïdes selon des critères qui sont mal connus. Mais ce qu'on sait, c'est que en fait, la fécondation dépend du transit adéquat des spermatozoïdes pour une rencontre dans le temps et dans l'espace des spermatozoïdes et de l'ovocyte. Alors j'ai choisi de vous présenter 2 modèles un peu extrêmes par rapport au transit, les moutons et les chevaux. Donc le mouton, en fait, il présente un dépôt de lacement dans le vagin et il y a une sélection des spermatozoïdes très importante par le col de l'utérus. Et le plasma séminal de l'éjaculat a un rôle potentiel dans le transit à travers le col. À l'inverse, chez les chevaux, la semence est déposée dans l'utérus et donc la sélection des spermatozoïdes est vraisemblablement plus élevée au niveau de la jonction utérotubaire. Et le plasma séminal, il a un impact sur l'inflammation de l'endomètre qui permettra ensuite une implantation de l'embryon plus efficace. Alors tout d'abord, le col de l'utérus, il a une structure très particulière en forme d'anneaux qui se succèdent et qui constituent une sélection des spermatozoïdes. Donc ici, en fait, a été représenté sur le trait, c'est le schéma qu'on imagine du chemin des spermatozoïdes. Et vous verrez par la suite que c'est complètement faux. Ce ne sont pas des poissons qui remontent la rivière, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Ici, on a pris un col d'utérus et on l'a mis dans une résine, mis à durcir pendant 6 mois et coupé en 2 avec une scie sauteuse. Vous voyez, c'est sur des méthodes un peu rustiques, mais qui permettent d'avoir des images correctes. On voit ici très bien la structure des différents anneaux qui se succèdent depuis le vagin jusqu'à l'utérus. Alors depuis, on a un petit peu amélioré les méthodologies, et donc vous avez ici une image IRM du cervix de brebis, et là aussi, on a pu très bien visualiser la lumière du col de l'utérus. Ici, donc en rouge, ce qu'on voit, c'est une segmentation de l'image, donc on a extrait la lumière, et on a ces structures très particulières en forme de coupe de champagne inversée ou de champignons, comme vous voulez, selon ce que vous imaginez. Mais vous voyez bien que les spermatozoïdes vont vraisemblablement se perdre à chaque étape et que seule une petite partie sera capable d'aller à l'étape suivante. Alors pour aller plus loin dans la caractérisation, on a utilisé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie block-face, où cette fois-ci on prend le tissu qui est dans un bloc de paraffine, enfin ici il est congelé, et puis on va le couper et on va faire des images successives. Donc ici, en fait, on fait des coupes, et vous voyez une photo, à chaque fois qu'on coupe, on fait une photo du cervix. Et on va voir progressivement apparaître les différentes structures. Et lorsqu'on empile ces images, eh bien, on obtient une reconstruction 3D qui vous montre effectivement les structures, et on commence à voir des structures fines, vous voyez, on commence à voir des couloirs et potentiels le long de ces structures. Alors, donc pour ça, on a utilisé une nouvelle méthodologie qui s'appelle la méthodologie cratoscope. Cette fois-ci, c'est toujours pareil, c'est toujours de l'imagerie block-face, mais là, en fait, on a utilisé un microtome pour couper donc, ce tissu dans de la paraffine. Toujours pareil, on coupe, on fait une photo, on coupe, on fait une photo, et l'ordinateur empile automatiquement les images. Et là, on obtient une meilleure résolution des images. Vous allez voir ici, sur cette vidéo, si ça marche. Non, ça n'a pas marché celle-là. Bon, ben, je vous demande de me croire, c'est un empilement de différentes coupes du tissu grâce à cette technologie. Alors une petite parenthèse, vous vous demandez ce que c'est qu'un cratoscope. Eh bien en fait c'est parce que Pierre-Alix Danzer, le concepteur de cette machine, de la société Care Labs, est un fan de jeux vidéo et de mythologie grecque. Donc il s'est inspiré du personnage Kratos, qui est le fils de Zeus, qui représente la puissance, et dans son jeu vidéo, ce personnage a 2 haches qui sont attachées à ses bras et qui sont comme les lames du microtome. Donc voilà. Donc la mythologie grecque et les jeux vidéo s'insèrent aussi dans la biologie d'aujourd'hui. Je reviens au cratoscope.
Donc ici, on a réalisé donc, la coupe du cervix de brebis. Et là, regardez la structure, en particulier en haut. On voit maintenant que dans les anneaux, on est capable de distinguer ces structures longilineales. Donc on voit ces couloirs potentiels de passage des spermatozoïdes. Je vous le remets juste une fois parce que c'est vraiment très beau. Voilà, donc regardez bien les structures en haut. On voit très bien en fait qu'on a gagné en résolution et que maintenant on peut imaginer ces spermatozoïdes se déplaçant dans ces couloirs le long du cervix. Pardon. On est allé un petit peu plus loin dans la résolution et on a montré par microscopie électronique à balayage, grâce aux travaux de Karine Reynaud de l'unité, que la paroi du col était aussi couverte de cellules ciliées et le battement de ces cellules ciliées participe vraisemblablement à la sélection et au transport des spermatozoïdes. Lorsqu'on réalise une image par fluorescence après insémination d'une brebis avec des spermatozoïdes fluorescents et qu'on compare une brebis contrôle avec une brebis traitée à droite, on voit très bien que les spermatozoïdes en fait, sont sélectionnés au niveau de la première partie du col, ici dans ce segment vaginal. Voilà, dans le segment vaginal. Et vous voyez que le signal diminue dans le segment médian et qu'il n'y a plus de spermatozoïdes, pas encore des spermatozoïdes, dans l'utérus au bout de 4 heures. Donc ça montre bien le rôle extrêmement sélectif du col. Maintenant, si on s'intéresse à la jonction utérotubaire qui va sélectionner les spermatozoïdes entre l'utérus et l'oviducte. Donc pour ça, on a conçu une méthode d'imagerie par endoscopie. Donc c'est un micro-endoscope qui a été une résolution microscopique et qui voit des événements fluorescents. Donc ici, en fait, la brebis a été inséminée avec des spermatozoïdes fluorescents. On a ensuite, 4 heures après insémination, mis la brebis sous anesthésie générale, inséré la fibre optique au niveau de cette zone très particulière, donc qui est la jonction utérotubaire, et on réalise un enregistrement vidéo. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est qu'on est face à l'oviducte et on est dans la jonction utérotubaire. Et donc, ce que vous voyez, en fait, on voit très bien donc, les spermatozoïdes qui nagent dans la lumière. Et les mouvements que vous voyez, ce ne sont pas les mouvements de l'opérateur, ce sont les mouvements de la jonction utérotubaire qui se contractent. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas du tout linéaire. Les spermatozoïdes, ici, sont dans la lumière. Alors ici, ils ont pour vocation d'aller plus loin. Mais maintenant, je voudrais montrer ce qui se passe un peu plus bas, dans l'utérus. Et là, vous voyez que là, ce n'est pas du tout une rivière avec des saumons qui remontent dans la rivière. Il y a des contractions importantes, et donc c'est un brassage permanent des spermatozoïdes qui doivent, à un moment donné, profiter vraisemblablement de contractions et de vagues ascendantes pour remonter. Vous voyez, par moments, ça se contracte, la lumière devient nulle, ensuite, à nouveau, elle s'élargit, et on suppose que les spermatozoïdes profitent de ces moments pour remonter. Là encore, vous voyez, c'est de l'imagerie, mais on n'a pas encore d'analyse fine. Simplement, ce qu'on a pu montrer, c'est que la semence conservée 24 heures chez le mouton qui a perdu sa fertilité, eh bien, on a pu montrer que la perte de fertilité était liée à un problème de transit dans l'utérus. Et ce qui est étonnant, c'est que ici, vous voyez, quand on met les spermatozoïdes en bas de l'utérus et qu'on regarde plus loin en haut de l'utérus, on constate qu'il y en a plus en haut qu'en bas. Donc il y a eu une sélection et un transport actif des spermatozoïdes. Maintenant, si on s'intéresse au modèle jument, chez la jument, les spermatozoïdes sont déposés à la sortie du col, dans l'utérus. Là, la chance avec le modèle cheval, c'est qu'on peut passer le col. Le col de l'utérus, ça a une structure anatomique qui est simple par rapport à la brebis, et on peut passer le col, on va dire, simplement chez l'animal vivant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose. On a inséminé une jument avec des spermatozoïdes fluorescents, et on a inséré la fibre optique dans l'utérus. Vous voyez, l'opérateur a inséré la fibre optique. Et on peut voir, ici, donc, vous voyez sur l'écran à gauche en vert les spermatozoïdes, et en rouge, ce sont des billes fluorescentes qui ont aussi été ajoutées. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pour mesurer l'impact de la mobilité. Donc on est capable de visualiser les spermatozoïdes chez une jument sans intervention, enfin sans opération. Et puis à partir de là, on est capable d'analyser ces images et d'identifier les trajectoires pour mesurer la mobilité des spermatozoïdes. Et là, le résultat chez la jument a été assez différent de ce qu'on attendait chez la brebis. Ce qu'on a observé chez la brebis, c'est que là, si on dépose les spermatozoïdes dans le corps de l'utérus, on les retrouve à tous les niveaux, depuis le vagin jusqu'en haut de la corne.
Donc il y a une diffusion plus ou moins passive à tous les niveaux, depuis le vagin jusqu'à l'utérus. Ce qui était complètement différent de chez la brebis, puisque chez la brebis, on retrouve les spermatozoïdes principalement dans la jonction utéro-tubaire et également dans le vagin. Ce qui m'a fait dire qu'une jument n'était pas une brebis, ce qui a fait beaucoup rire les techniciens de l'unité expérimentale qui ont dit oui, on n'avait pas attendu qu'un chercheur nous dise qu'une jument n'est pas une brebis, mais là on a bien la preuve que sur cette question-là, c'est bien le cas. Alors, question, est-ce que la mobilité est importante pour le transport des spermatozoïdes? Chez le mouton, on mesure la mobilité, ce qu'on appelle massale. Ici, on met une goutte de sperme sous un microscope à contraste de phase et on observe des phénomènes particuliers qu'on appelle des vagues, qui sont des mouvements collectifs de spermatozoïdes. Et ici, on a différentes qualités. Je vous montre 3 éjaculats qui ont des qualités différentes et qui ont été notés dans une gamme de 0 à 5. Et si on demande à un professionnel des centres d'insémination de noter très précisément ces notes, il est capable de donner des notations qui vont de 4 à 5 avec des échelles de 0 à 1, ce que personne ne sait faire. C'est vraiment très très complexe. Et on voit un lien direct avec la fertilité. Donc la mobilité a bien un impact. Mais si je reprends maintenant les manips qu'on a fait sur l'imagerie des spermatos in utero et que je mets cette fois-ci des billes dans l'utérus, donc des billes qui ne savent pas nager, vous voyez ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ici à gauche, eh bien en fait, si on met des billes, regardez la flèche bleue, si on met des billes dans l'utérus d'une brebis, toutes les billes retournent dans le vagin, elles ne savent pas remonter parce qu'elles ne savent pas nager. À l'inverse, si je mets des billes dans l'utérus de la jument, je retrouve des billes à tous les niveaux, de manière équivalente aux spermatozoïdes. De là à dire que la mobilité n'a pas d'impact chez la jument, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est quand même assez troublant de voir que les billes se déplacent aussi bien que les spermatozoïdes dans un utérus. Autre élément, la viscosité du milieu. Vous savez que le milieu utérin est un milieu extrêmement visqueux qui vraisemblablement sélectionne les spermatozoïdes. On a donc fait nager des spermatozoïdes in vitro dans des milieux de méthylcellulose de viscosité croissante, de 0 à 1%, et on a mesuré leur vitesse. Et on constate que les spermatozoïdes de bélier, en rouge, supportent très mal la viscosité et arrêtent de nager très très vite, alors que les spermatos d'étalon, eux, sont beaucoup plus efficaces pour nager dans ces mêmes milieux de viscosité. On a élargi un petit peu à des groupes, on a comparé l'âne, le cheval et le bouc et le bélier, et vous voyez qu'il y a bien des effets d'espèce. Les équins présentent une semence qui se débrouille mieux dans un milieu visqueux que les ovins et les caprins. L'une des hypothèses, ce serait que peut-être ce serait lié à la morphologie de la tête des spermatozoïdes, puisque les spermatozoïdes ovins et de bouc ont une tête en forme de raquette, qui vraisemblablement présente une surface plus importante et donc peut-être serait plus sensible au frottement avec le milieu visqueux et entraînerait une baisse de la vitesse, alors que le spermatozoïde équin a une tête plus ronde qui peut-être lui permettrait de mieux nager dans le milieu visqueux. Et puis, en étant un peu finaliste, on peut se dire que chez le mouton, la sélection par le col est importante, donc le spermatozoïde doit être sensible à la viscosité du mucus cervical, alors que chez les équins, le dépôt dans l'utérus ne nécessite pas de sélection par le mucus cervical. Voilà, pour l'instant, on n'a encore que des hypothèses, mais ce sont des résultats qui sont potentiellement intéressants. Voilà, donc en conclusion, l'anatomie du tractus génital femelle et le site de dépôt de la semence sont variables selon les espèces, et je vous ai montré que 2 espèces, si on s'intéressait aux porcins, aux bovins, on aurait encore d'autres résultats. En particulier, on a fait les expériences chez la truie. Et chez la truie, on a montré que les spermatozoïdes remontaient en moins de 10 minutes depuis le cervix jusqu'à l'oviducte. Alors que là, on a fait l'expérience, on a inséminé la truie, on a mis la fibre optique et les spermatozoïdes étaient arrivés avant nous dans l'oviducte. Donc l'expérience s'est arrêtée très vite puisqu'ils étaient plus rapides que nous. Et en fait, c'est vraisemblablement, c'est lié à un péristaltisme extrêmement important. Voilà, donc une stratégie de sélection des spermatozoïdes fécondants variable en fonction des sites anatomiques. Et puis, on peut penser que le transit donc, est potentiellement expliqué par les contractions du tractus femelle, la mobilité des spermatozoïdes peut-être, et la viscosité du milieu sans doute. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Aussi rapide qu'un spermatozoïde. Merci. Est-ce que... On a le temps pour quelques questions. Alors, Xavier, bravo pour cette présentation et pour la qualité des images. Tu nous as parlé de brebis et de juments. Quid de la poule? La poule, c'est un animal qui est très particulier puisque les spermatozoïdes survivent très longtemps. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui se passe dans le tractus de la poule? Alors, chez la poule, les spermatozoïdes sont stockés dans des petites structures en forme de canal qu'on appelle des
des SST, j'ai perdu le nom en français, des sperm storage tubules, des tubules de stockage des spermatozoïdes, pardon. Et donc en fait, ce sont des petites structures qui font quelques millimètres de long, et les spermatozoïdes en fait rentrent la tête la première dans ces tubes et sont stockés. Et quand on voit les images, ils sont tous la tête dans le même sens, avec le flagelle à la sortie. Alors, ce qu'on pense, c'est que ces spermatozoïdes, en fait, remontent donc, le tractus génital, sont stockés dans ces tubules, et à chaque fois que la poule pond un œuf, l'œuf, en fait, va, en passant, écraser les tubules et par effet mécanique, les faire sortir de ces jonctions pour aller ensuite féconder l'ovocyte. Et donc, à chaque cycle, il y a fécondation de l'œuf. Alors, on a essayé de mettre un Cellvizio dans un tractus de poule, et malheureusement, en fait, la fibre optique n'a pas la possibilité de se courber suffisamment, donc en fait, on n'a pas réussi à aller les voir dans les tubules. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Merci. Merci Xavier, je répète mes félicitations, ça m'a fait beaucoup plaisir de t'écouter pour un certain nombre de raisons que tu connais, et sur le sujet en particulier. Ma question est relative à un protocole expérimental qui m'a un petit peu interrogé. Où exactement mets-tu, dans le cas de la jonction utérotubaire, dont on sait effectivement depuis quelques décennies maintenant l'importance, où mets-tu cette sonde, où mets-tu cet outil extérieur? Est-ce qu'il est dans la lumière de la jonction utérotubaire ou est-ce qu'il est à l'extérieur? Et plus il est vers l'intérieur, enfin c'est comme ça que je raisonne, plus il induit un artifice. Et donc, quand tu vois après le mouvement de tes spermatozoïdes, la condition est de toute façon pas très physiologique, donc, puisqu'elle touche à l'intégrité de la région. Est-ce que tu penses qu'il y a là un problème d'interférence un peu artificielle, ou est-ce que tu t'es donné des moyens de savoir que c'est quand même bien la réalité? Alors, on a eu cette question sur les deux espèces, sur la brebis et la jument. Oui, oui. Mais sur la jument, on s'est posé la même question, parce que comme on a retrouvé des spermatozoïdes et des billes à tous les niveaux, on s'est dit, il y a un biais évident, on a transporté les spermatozoïdes avec la fibre optique, et donc notre résultat est un biais. On a montré, en fait, alors ce qu'on fait, c'est qu'on insère la fibre optique dans un petit canal, et en fait, on ne sort la fibre optique qu'au dernier moment. Donc on était dans la lumière, on est vraiment dans la lumière. Pour ce qui est de la brebis, en fait, on a fait plusieurs expériences. On a inséré la fibre optique tout d'abord dans le corps de l'utérus, et on est remonté dans la lumière jusqu'à la jonction, en imageant successivement les différentes étapes. Et ce qu'on a fait, c'est l'image que je vous ai montrée. Là, on a fait un trou directement dans la jonction, on a inséré la fibre optique dans la lumière, et on a les mêmes résultats. Donc, on est sûr que ce n'est pas un biais du fait de l'insertion de la fibre. Et le diamètre de la fibre est de 0,3 à 1,5 mm selon les fibres. Donc, on est relativement limité par rapport à la lumière de la jonction. Donc, on pense qu'a priori, il n'y a pas de biais à ce niveau-là. On s'est plus posé la question pour la jument, où là, on s'est dit, mince, il y a des spermatozoïdes et des billes partout. C'est peut-être nous qui générons ces faux résultats. Il reste le temps encore pour une question. Philippe. Philippe Cheminot, merci Xavier, c'était très bien. Est-ce que vous avez regardé la comparaison entre sperme congelé, en ovin, entre sperme congelé et sperme frais? Et pour savoir où se faisait finalement le problème du sperme congelé. Alors, on a fait le sperme conservé à 24 heures, mais on n'a pas encore fait le sperme congelé. Pour une raison assez pratique, c'est qu'en fait, on a un système à 2 couleurs. Et donc, je travaille sur le fait d'avoir 2 couleurs pour pouvoir colorer les spermatozoïdes frais en vert, les congeler en rouge, les inséminer en même temps sur la même brebis pour être sûr de ne pas avoir de biais. Parce qu'en fait, il y a tellement de variabilité entre femelles que ça me demande des dispositifs expérimentaux très lourds pour comparer 2 traitements. Bon, je dis ça fait juste 10 ans que je cherche le fluorochrome, mais ça y est, je crois que j'y suis. On va attaquer les essais. On a fait une première manip chez la jument, on a mis par exemple des spermatozoïdes d'âne et des talons sur la même jument, parce qu'il y a aussi une question par rapport à la fertilité de l'ânesse, et on voulait savoir d'où ça venait. Et on a pu montrer que, par exemple, l'interaction spermatozoïde d'âne-ânesse entraîne une fertilité plus faible que quand on insémine l'ânesse avec le spermatozoïde des talons. Et ça, on a montré que c'était lié au transport des spermatozoïdes. Donc effectivement, la prochaine étape, ça va être de tester le sperme congelé chez le mouton. Effectivement. Une toute petite question. On entend toujours parler de sélection. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par sélection? Est-ce que ça a une valeur de qualité biologique future des animaux?
Ou est-ce que c'est simplement, bon, il y a une compétition entre les spermatos et le premier gagne? Alors, en fait, il y a vraiment une sélection par des sous-populations. C'est-à-dire que les spermatozoïdes de moutons, quand ils arrivent à la jonction utérotubaire, ils sont tous mobiles. Alors que quand on les a inséminés dans l'utérus, il y avait une population mixte. On n'a pas sélectionné la qualité. Et clairement, quand on les regarde en haut de la jonction, ils sont tous mobiles. Donc ça veut dire qu'il y a eu une sélection dans le sens qu'on a gardé les meilleurs. Seuls les mobiles ont réussi à atteindre le site de fécondation. Après, il y a une autre donnée, c'est que par exemple chez la souris, il a été montré qu'une protéine de surface qui s'appelle ADAN3, lorsqu'elle n'est plus présente, lorsqu'il y a un chaos de cette protéine à la surface du spermatozoïde, ils ne sont plus capables de traverser la jonction utérotubaire. Donc ça veut dire qu'il y a des marqueurs moléculaires, il y a des caractéristiques de surface qui leur permettent de traverser. Alors là, c'est encore une autre étape qu'on maîtrise, on ne comprend pas du tout, comment la femelle reconnaît les caractéristiques de surface des spermatozoïdes pour les laisser passer ou pas la jonction utérotubaire. Ça, c'est encore une autre étape. Donc il y a bien une sélection dans le sens sous-population choisie par rapport à une population hétérogène. Merci. Alors, Monsieur Pascal Salvetti. Monsieur, technologie de l'embryon au service des schémas de sélection bovins. Une pousse après ta envie de faire pipi. Très bien, bonjour à tous. Merci Eric, merci au comité d'organisation de m'avoir invité à parler ici dans cette institution, puis en hommage à Monsieur Duménil de Buisson. Je me présente parce que depuis tout à l'heure on parle d'Eliance, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache qui est Eliance. Donc Eliance, c'est une structure nouvelle qui a 1 an d'existence et qui est la fusion entre Alice et le contrôle laitier. Et donc, en fait, on est une société privée, on est la Fédération nationale des entreprises œuvrant pour la génétique, la reproduction et le conseil des élevages de ruminants. Voilà. Donc, n'hésitez pas, après la présentation, si vous avez des questions sur cet institut. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des technologies de l'embryon au service des schémas de sélection bovins. Et alors, on va être complémentaire d'un certain nombre de présentations, elle n'est pas trop scientifique. L'idée, pour moi, c'est de vous amener un contexte plutôt terrain. Et donc, je vais commencer mon topo par vous rappeler que la sélection, c'est un processus naturel d'adaptation et que ce processus, il existe naturellement pour les espèces sauvages. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est le génome qui gouverne les caractères en interaction avec l'environnement et que du coup, certaines modifications du génome vont confier des avantages adaptatifs à certains individus qui vont avoir plus de chances de survivre et de se reproduire. Et bien évidemment, cette sélection, elle existe aussi de manière artificielle, gérée par l'homme, pour les espèces qui sont domestiquées, dont les bovins dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc depuis 10 000 ans, on fait de la sélection. Je voulais repréciser ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a certaines associations qui découvrent que la sélection existe depuis longtemps. Donc oui, on sélectionne des animaux domestiques. Et la finalité, c'est bien de conserver les meilleurs animaux pour la reproduction et générer la génération d'après. Et tout ça pour fixer certains caractères d'intérêt et tendre vers des animaux qu'on juge comme idéaux. Alors bien évidemment, depuis 10 000 ans, la notion d'animal idéal, elle a largement évolué. Et donc les caractères d'intérêt, en fait, ont aussi largement évolué. Je vous ai mis dans le graphique en bas les objectifs de sélection en bovin de la race Primolstein, donc la dernière mouture en date de 2021. Et vous voyez, le bleu foncé, c'est les caractères de production laitière qui ne représentent aujourd'hui plus que 35% des objectifs de sélection de cette race, contrairement à 20 ans auparavant où on avait un poids de 70%. Donc là aussi, bien prendre en compte que les objectifs de sélection évoluent vers des caractères plus fonctionnels du type reproduction, santé de la mamelle ou longévité des animaux. Et bien évidemment, les outils pour sélectionner des animaux ont aussi largement évolué au cours du temps. Et c'est ce que je vais vous présenter dans les étapes suivantes. Depuis pas si longtemps que ça, mais ça commence à dater parce que bon, les slides n'évoluent pas, mais depuis maintenant quelques dizaines d'années, comment on faisait pour les entreprises de sélection bovine? Leur idée, c'est de sélectionner les meilleurs taureaux, de faire naître des taureaux, les meilleurs, ceux qui ont le meilleur potentiel, pour faire produire de la semence qui sera utilisée en élevage par l'insémination animale et donc améliorer la performance des troupeaux. Et donc, comment faire pour estimer le potentiel d'un taureau sur de la production laitière, par exemple? Donc, historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on testait les taureaux et on évaluait les performances de sa descendance, de leur descendance.
Et c'était un processus qui était de sélection, qui était long, qui était coûteux. Et donc, je vous illustre ça par le petit graphique d'en dessous. On sélectionnait des veaux mâles qu'on élevait jusqu'à la puberté sexuelle, et donc on en sélectionnait quand même plus d'une centaine par an. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'après la maturité sexuelle, on faisait produire quelques doses, on testait ça sur un nombre réduit de femelles, 40 à 100 environ, pour que le taureau puisse avoir une première descendance et évaluer la performance de cette descendance. Et ça prenait du temps. Et une fois qu'on avait les performances de sa descendance, on pouvait lui estimer un potentiel génétique qui se traduisait par une note d'index. Et donc ça prenait 5 à 7 ans pour avoir ce testage sur descendance. Et donc vous voyez qu'au bout de 5 à 7 ans, on sélectionnait 5 à 10 taureaux sur les 100 qu'on avait conservés en testage pour le diffuser plus largement. Et comme il nous avait coûté relativement cher à produire et à tester, ce taureau il était quand même relativement utilisé de manière intensive sur un grand nombre de femelles, de 5 000 à 50 000 femelles. Donc ce processus-là, je pense que vous êtes un grand nombre à le savoir, a largement évolué ces dernières années avec la révolution génomique. Les progrès qu'on a fait en connaissance du génome nous ont permis de mettre au point une nouvelle méthode de prédiction du potentiel des animaux. Et donc, tout se joue sur ce qu'on a en bas à gauche de ma slide, qui est de la population de référence. Donc c'est un ensemble d'animaux pour lesquels on a les performances corrigées. Alors on corrige par ce qu'on est capable de corriger, donc on corrige par le département, on corrige par la saison, on corrige par tout un certain nombre de facteurs. Et puis sur ces mêmes animaux, on a les génotypes, donc par prise de sang ou maintenant prise de cartilage, on a une couverture, une lecture du génome sur des dizaines de milliers de marqueurs. Et ensuite, c'est le travail de nos collègues généticiens qui établissent leurs équations de prédiction et qui mettent un poids pour chaque caractère, un poids de chaque marqueur du génome en disant celui-ci, il a une note positive ou négative. Et donc, une fois qu'on a fait ces équations-là, il nous suffira de prélever du matériel biologique sur un animal après la naissance. Donc là encore, c'est du sang qui est représenté, mais aujourd'hui, on est quand même relativement sur du cartilage au niveau de l'oreille. Et donc, de réaliser le génotypage et d'appliquer, j'ai envie de dire bêtement, les équations pour prédire un index dès la naissance de l'animal. Et donc, au niveau des schémas de sélection, ça s'est traduit par la sélection et la mise en service des taureaux dès leur maturité sexuelle à l'âge de 1 à 2 ans. Et donc, ça s'est traduit par un plus grand nombre de taureaux mis sur le marché, parce qu'ils étaient moins coûteux à générer. Et donc, une utilisation, c'est ce qu'on appelait le star system. Les taureaux sont utilisés moins longtemps sur les femelles, tournent plus vite, et donc on a plus de diversité ramenée au niveau des élevages. Et aussi une différence, c'est que cette sélection génomique par rapport à la méthodologie d'avant, elle est aussi possible sur la voie femelle, c'est-à-dire que les équations, elles sont là, elles existent, et on n'a qu'à prélever du matériel biologique sur les femelles et établir les mêmes index. Et donc aujourd'hui, on a des centaines de milliers de femelles bovines qui sont indexées dans les troupeaux français. Donc, je suis allé faire une capture d'écran récente sur un site d'un de nos sociétaires, et donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a nos fameux catalogues de taureaux qui sont disponibles en ligne, et donc on a leur petit nom avec tous leurs index sur tous les caractères sélectionnés. On a des filtres pour voir si on veut choisir un taureau sans cornes, pas sans cornes, plutôt adapté à des robots de traite, plutôt pas adapté à des robots de traite, est-ce qu'il existe en semence sexée ou pas, etc. Et si on clique sur la fiche du taureau, alors là on a tout le pédigré et le détail des différentes notes. Donc, c'est le rôle des entreprises de sélection qui conduisent les schémas de sélection, c'est de maximiser les progrès génétiques pour diffuser de la semence de taureau qui soit toujours plus performant, pour faire toujours plus de progrès. Et on a déjà montré par le passé que la génétique était un énorme levier de gain de performance dans les élevages. Donc l'idée, c'est d'en faire plus et plus vite. Et donc vous avez cette équation du progrès génétique, la delta GA, et les variables qui la constituent. Donc vous avez la variabilité génétique, sigma, vous avez la précision de sélection avec grand R, l'intensité de sélection avec petit i, et on divise tout ça par t, qui est l'intervalle de génération. Donc vous pouvez déjà voir que par le changement de méthode de sélection, on a gagné énormément sur l'intervalle de génération, puisqu'on l'a presque divisé par 2, et de fait, on a augmenté massivement le progrès génétique. Et donc le lien avec la technologie de l'embryon, on voit qu'on travaille depuis l'embryon depuis extrêmement longtemps.
mais que ces dernières années, et j'ai à peu près le même graphe, Véronique, donc on le verra tout à l'heure de l'IETS, ça prend un nouvel essor avec la sélection génomique. On a un regain d'intérêt des professionnels pour ces technologies-là, parce qu'avec les technologies de l'embryon, on va pouvoir jouer sur deux autres aspects du progrès génétique, c'est surtout l'intensité de sélection, c'est-à-dire qu'on va prendre le mâle et les meilleurs reproducteurs, et on va être capable de générer plus de descendants dans un laps de temps donné qu'avec de l'insémination classique. Et donc, on va augmenter l'intensité de sélection, puisqu'on va augmenter nos chances de faire ressortir un individu génétiquement intéressant. Et à minima, enfin, pas dans une moindre mesure, on peut aussi jouer sur l'intervalle de génération T. Je vous l'ai mis en dessous, parce que la sélection génomique a entraîné, vu qu'on connaît leur potentiel dès la naissance, a entraîné l'utilisation d'animaux de plus en plus jeunes. Donc la notion de précocité sexuelle est une notion importante à avoir parce qu'ils jouent sur l'intervalle de génération. Et donc on a vu en France, donc la sélection génomique, elle a vu le jour, son avènement a commencé en 2010 dans la race Holstein, mais elle a suivi dans d'autres races après. Et depuis 2010, on a vu la création de stations donneuses d'embryons, parce que comme la sélection était possible sur la voie femelle, on savait quelles étaient, avec précision, quelles étaient les femelles les plus intéressantes dans la population globale bovine. Et donc, on les faisait rentrer en station donneuses pour produire l'embryon par accouplement avec les meilleurs mâles et ensuite maîtriser au mieux cette production d'embryons. Donc, vraiment un regain dans l'utilisation de ces technologies-là. Et donc, je suis reparti des statistiques. Donc, la ETE, c'est pour l'Association européenne des technologies de l'embryon, et l'IETS, son pendant international, pour 2021. Et donc, vous avez le tableau ici, donc, en bovin. Hein, je ne parle que de bovin aujourd'hui. En petit ruminant, en France, du moins, c'est anecdotique, pour ne pas dire inexistant, en termes de production d'embryons commercial, on va dire. Et donc, en bovin, vous voyez qu'on est en production d'embryons in vivo, à peu près à 37 000, et ça c'est stable depuis un bon nombre d'années, 37 000 embryons produits par an, presque autant transférés, à peu près 90% des embryons produits sont transférés. On est leader en Europe sur cette production d'embryons in vivo. La France est première en termes d'effectifs. Au niveau européen, vous voyez qu'on est à 134 000, et au niveau mondial, on est à 386 000. Donc la France compte en production vivo sur l'échiquier mondial. En production in vitro, c'est un petit peu différent, puisque vous voyez qu'on est à moins de 5 000 embryons produits en France sur l'exercice dernier, et encore, c'est meilleur que les années précédentes. Et que là, par contre, on est toujours dans le top 10 des pays qui produisent de l'embryon in vitro, mais on est loin derrière les Pays-Bas, notamment, qui produisent énormément. Et on est ridicule par l'échelle mondiale, puisque vous voyez qu'on est presque à 1,5 million d'embryons in vitro produits dans le monde l'année dernière. Voilà. Donc ces tendances vont peut-être évoluer à l'avenir, mais c'est la figure actuelle. Donc là, le fameux schéma présenté par Véronique, donc de l'IETS, et on voit aussi effectivement cette production importante in vitro qui a décollé depuis 2016-2017, et donc là, il y a une année en plus sur 2021, on voit vraiment que ça prend une courbe exponentielle. Les premiers gros faiseurs sur cette thématique-là étaient les Sud-Américains. Et depuis 2017, les Nord-Américains sont passés devant les Sud-Américains. Et l'Europe joue dans une autre cour. Alors, par des questions de volume, de territoire, etc., d'espèces probablement, avec leur boss Indicus. Donc voilà. Et globalement, ce qui a été associé, on a aussi les technologies parallèles qui se développent, alors qu'on a du mal à prendre vraiment de l'ampleur, parce que les résultats de taux de gestation, une fois qu'on les applique, s'en trouvent un petit peu impactés. Mais c'est le développement du sexage et du génotypage embryonnaire, parce que pour calculer un index, on peut le faire dès la naissance, mais on peut aussi le faire en prélevant quelques blastomères de l'embryon. Et donc tout l'intérêt du diagnostic préimplantatoire, et donc relance le sexage et le génotypage. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà important de connaître le sexe de l'embryon. Quand on a un embryon femelle, on peut se permettre de le réimplanter, quelle que soit sa valeur génétique, même s'il n'est pas conservé pour un schéma de sélection, l'éleveur en tirera toujours bénéfice pour produire du lait. Alors que les embryons mâles, seuls les plus intéressants seront conservés pour le schéma, et donc il y a un vrai enjeu à ne transférer les embryons mâles que les embryons mâles les plus intéressants pour le schéma, au risque de faire naître des animaux inutiles. Donc là, c'est des slides aussi qui remontent un petit peu.
mais sur lesquels on avait beaucoup travaillé ces dernières années. Donc l'aspect biopsie de l'embryon, soit par coupe, soit par aspiration, pour prélever 5 à 10 cellules, c'est là où on a le moins de risque d'erreur, où les résultats sont le plus satisfaisants. Quand Pascal, tu parlais tout à l'heure du génotypage à partir d'une cellule, là pour le coup on ne peut pas se le permettre à ces fins d'indexation par un nombre d'erreurs un petit peu trop important. Et donc application des équations pour établir l'index des animaux. Et vous voyez ici en photo Gaston, le premier veau génotypé, né du génotypage d'un embryon produit in vitro, donc né en 2012. Et vous voyez sur la droite la corrélation qu'il y a entre les index génomiques déterminés au stade embryonnaire et l'index génomique déterminé après la naissance sur l'individu. Et donc, heureusement, on trouve la même chose avec une corrélation quasi parfaite. Donc, voilà, on voit UNCEIA, donc Eliance, j'en profite pour dire que c'est pour les plus anciens, UNCEIA aussi, ceux qui s'en souviennent. Bon, voilà, encore un imprimé écran du même site, du même sociétaire, mais pour vous montrer qu'effectivement, sur l'embryon, vous voyez l'embryon avec son index et toute sa petite histoire, et puis ils sont pris en haut à gauche également. Alors, sur les recherches qu'on a eues, alors je ne voulais pas faire un catalogue de tous les aspects recherche qu'on peut travailler avec nos collègues aussi de l'INRA, parce qu'on est pas mal en interface des deux unités qui ont parlé auparavant. Mais je voulais vous montrer un peu la boucle et la vision d'ensemble qu'on doit avoir, parce que nous, justement, en tant que professionnels, on n'a pas à s'intéresser à une partie précise du processus, mais c'est l'efficience de tout le process qu'on regarde à la fin, c'est-à-dire du recrutement de l'animal au veau-né en fin de processus. Donc la première question qui se pose pour nous, c'est parmi la population de femelles qui rentrent en station donneuse, comment on fait pour choisir les meilleures? Alors forcément, les généticiens ont toujours le dernier mot de dire celle-là, c'est celle qui a le meilleur index, donc tu n'as pas le choix, il faut que tu produises de l'embryon avec celle-là. Bon, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas raffiner un petit peu plus le diagnostic? Et donc par le passé, on a travaillé sur des marqueurs pour prédire la réponse des femelles au traitement de superovulation, et notamment pas mal d'études sur l'AMH avec Daniel Monio. Donc ça, on a fait quelques travaux là-dessus. On a aussi mené des travaux d'indexation, parce que la capacité à produire des embryons et à répondre au traitement de superovulation, c'est un caractère qui peut très bien s'indexer au même titre que la production laitière. Il suffit d'avoir pas mal de données à mettre en face. Et aujourd'hui, il y a des index qui existent sur la capacité de production des embryons totaux et viables, qui sont des index privés, mais qui sont des index utilisés par nos sociétaires. Et puis un certain nombre de gènes d'intérêt. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, le gros du morceau, c'est d'essayer d'améliorer le process de production des embryons. Donc, à ce stade, nous, on a peu travaillé sur l'adaptation des traitements et des techniques de collecte. On n'a pas eu trop d'exemples par le passé parce que, et pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. On constate aujourd'hui encore une grande variabilité de production ou de réponse d'une femelle à l'autre, et même entre femelles. Une femelle sur lesquelles on répète les traitements, on a vraiment des résultats extrêmement variables. Et je trouve qu'on a encore beaucoup à connaître et à décortiquer sur la dynamique folliculaire et comment on peut adapter les traitements en termes de timing et de dose pour ces animaux-là. Donc là, vous avez la production vivo et vitro, et donc énormément de travaux compte tenu de l'augmentation massive des productions d'embryons in vitro sur l'optimisation de la PIV. Et donc là, j'aurais pu continuer, mais la liste est longue. Tout ce qui est travaux sur la composition des milieux, rajout de molécules embryotrophes, sur les conditions de culture, soit dans la durée, soit dans le matériel utilisé, soit dans les volumes, soit dans le taux d'oxygène pour limiter le stress oxydatif, etc. etc. Le terrain est extrêmement vaste et diversifié. Parfois, c'est pas facile dans tout ça de voir quelles sont les bonnes pistes et quelles sont les mauvaises pistes, puisqu'en fait, on a déjà eu dans le passé aussi des projets qui visaient à mimer ce qui se faisait in utero dans des conditions physiologiques. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était pas si facile que ça de reproduire ce qui se faisait, ce qu'on pensait qui se faisait naturellement, parce qu'on n'était même pas sûr d'avoir eu la bonne image de ce qui se faisait dans la vache.
Ensuite, beaucoup d'études aussi, je vous l'ai dit, sur la cryoconservation et sur le diagnostic implantatoire. Alors, beaucoup sur la biopsie, mais on essaye de s'affranchir de la biopsie, qui est un acte quand même invasif. Et quand on est sur de l'embryon produit in vitro, biopsié et congelé, là, on commence à avoir des résultats qui se dégradent en termes de taux de gestation. Donc, on a pas mal de projets, Bosexdim en est un, sur aussi avoir des critères prédictifs de la qualité des embryons sans avoir à toucher l'embryon. Donc, soit en le filmant par des techniques de time-lapse et de morphocinétique, soit en analysant les milieux de culture, en faisant le pari que l'embryon qui va bien ou qui va mal ne va pas recracher ou consommer les mêmes composés du milieu. Et enfin, non, c'est pas enfin, parce qu'il me reste un point après. Donc tout ce qui est receveuse, parce que souvent on pense que les jeux sont faits quand on a produit l'embryon, mais en fait il ne faut pas oublier l'autre partie de l'équation. Et donc on a aussi des projets en cours et des thèses en cours sur cette receveuse, ou comment qualifier la femelle receveuse d'embryon. Aujourd'hui, les outils à notre disposition sont quand même pas diversifiés, on n'a pas beaucoup de choix pour se dire celle-là elle est mieux qu'une autre. Et donc on a quand même des travaux qui travaillent sur la réceptivité endométriale. Et puis, alors pourquoi pas, hein, ça c'est une idée qu'on avait aussi, mais pourquoi pas aussi indexer les femelles sur leur capacité à mener une gestation à terme. Et enfin, il ne faut pas oublier, ça, je vous ai parlé que de technique, mais la présentation de Véronique a été une bonne introduction, c'est intégration optimale de ces techniques dans les schémas de sélection, alors soit en termes de consanguinité, soit en termes de progrès génétique et de coûts, hein, il ne faut pas oublier les coûts qui sont derrière. Donc, avec la sélection génomique, on va extrêmement vite en progrès. Donc, si on va dans la mauvaise direction, on y va aussi extrêmement vite. Donc, il faut faire attention. Et puis, en termes d'innocuité, voilà, sur tout ce que ça peut apposer en termes de marque et de déviance au niveau du phénotype sur l'individu à naître, et même en termes de bien-être animal. Donc, récemment, on a investi aussi ce champ en montrant et en essayant, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la biblio, hein, pour dire est-ce que produire et transférer des embryons chez la génisse, ça crée un stress ou un mal-être? C'est une vaste question, mais il faut qu'on puisse y répondre. Et je finirai avec deux slides d'ouverture sur des technologies nouvelles qui viennent encore chambouler le paysage chez le genome editing, vous en avez entendu parler, qui permet d'introduire des mutations existantes dans d'autres races. Par exemple, pour le gène sans corne, qui montre son bénéfice pour le bien-être animal, et ben, dans une race où cette mutation n'apparaît pas spontanément aujourd'hui, il faut des multiples générations de rétrocroisement pour intégrer cette mutation dans la race. Là, avec le genome editing, on pourrait changer l'allèle qui va bien pour réécrire le génome. Alors, les applications sont pas si simples que ça parce qu'il faut être sûr de ne pas faire de bêtises en parallèle et des dommages collatéraux que ça peut produire. Sur d'autres espèces, peut-être qu'au niveau de l'IFIP, sur les porcins, j'avais vu une étude où ils avaient invalidé un récepteur, je crois, à la peste porcine, et c'est vrai que les animaux génome édités pour la peste porcine étaient plus du tout sensibles. Donc c'est formidable. Classique. Donc c'est prometteur d'espoir, mais c'est aussi, ça nous chamboule aussi dans l'éthique. Et donc, c'est quel statut pour cette technologie? Aujourd'hui, juridiquement, ça fait moult débats au niveau de l'Union européenne. Et sociétalement parlant, j'en parlerai en conclusion, mais pour moi, c'est une grande question également. Et enfin, pour vous montrer jusqu'où on peut aller, sur une publication récente de 2019, on a même donc là c'est une publication américaine qui se dit que finalement des schémas de sélection c'est pour avoir accès à des génotypes idéaux. Et donc est-ce qu'on aurait besoin de passer par l'animal pour atteindre des génotypes idéaux, compte tenu des progrès qu'on fait dans la programmation et la déprogrammation cellulaire avec les cellules souches. Donc finalement, apparemment chez la souris, on est capable de produire à partir de cellules souches, de les différencier en ovocytes et en spermatozoïdes. Et donc, ça serait d'entretenir une boucle où on génotyperait les blastomères des embryons. Et finalement, si c'est un génotype qui est intéressant, on les différencie en ovocytes et en spermatozoïdes pour recréer des embryons. Et finalement, en termes d'intervalle de génération, on n'est plus obligé de passer par l'animal, d'attendre 9 mois, d'attendre la maturité sexuelle. Et donc, ça, c'est un papier qui se veut lanceur d'idées. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas demain, mais pour vous dire les progrès technologiques dans le domaine de l'embryon et dans le domaine de la culture cellulaire ouvrent des perspectives. Je ne dis pas qu'il faut les utiliser, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives où certaines personnes se positionnent. Et même sur la droite du schéma,
utiliser le clonage qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en termes de sélection parce qu'on ne crée pas de progrès, mais peut-être pour augmenter le nombre d'embryons d'un génotype donné et augmenter ses chances d'avoir un veau. Donc en fait, toutes les techniques peuvent être combinées et on peut même imaginer mettre du genome editing là-dedans. Donc j'y viendrai à la fin sur cette slide-là, mais donc ma conclusion, c'est qu'on a vu que la sélection, c'était un levier d'amélioration de l'efficience de l'élevage, que les objectifs de sélection ont évolué, qu'aujourd'hui, demain, on a commande par la société d'intégrer le bien-être animal, l'impact environnemental, etc. Donc on s'y attache tous les jours. C'est un levier qui est d'autant plus puissant avec la génomique et les technologies de l'embryon, que du coup, ces technologies de l'embryon-là sont devenues des techniques indispensables à ces schémas-là. On voit comment ça a explosé au niveau mondial et qu'il y a une recherche d'efficience à toutes les étapes, et notamment une terme d'efficience pour l'innocuité de ces techniques. Je mets quand même une petite ouverture aussi. Elles ne sont pas utilisées qu'à des fins de schéma de sélection, ces technologies de l'embryon. On a vu que ça pouvait être une bonne alternative à l'insémination en cas de stress thermique sur des mises à leur production de femelles infertiles, ou pour répondre à des besoins filières où on veut que le veau qui naisse soit indépendant du génotype de la mère. Et puis le dernier point, qui est pour moi un point important et qui me questionne pas mal de fois, c'est on voit des développements technologiques qui s'accélèrent énormément. La technologie, elle va souvent plus vite que l'appropriation par la société. Et donc, c'est comment avoir un débat éclairé dans ce contexte actuel. Parce que par les gens qui voient que la technique en se disant c'est super, on va gagner là, on va gagner là, on va faire des économies, on va répondre au plus vite aux besoins. Peut-être qu'on va être en rupture avec la société, déjà avec les techniques actuelles. Alors, je n'ose pas imaginer avec ce que je vous ai présenté en dernière slide. Merci de votre attention. Je peux prendre 1 minute pour une question pour toi. C'est toi le chef. Tu nous as parlé de l'interface entre l'éthique et la production d'embryons. Aujourd'hui, les veaux mâles laitiers se vendent très difficilement. Ils ont une valeur qui est proche de 0. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'à moyen terme, on utilise systématiquement du transfert d'embryons femelles pour ne plus avoir de veaux mâles à gérer? Est-ce que c'est quelque chose qui est une problématique qui a été réfléchie déjà? Alors, à l'échelle de la conduite de l'élevage, il y a la semence sexée aujourd'hui aussi qui permet, avec un très bon sexe ratio, 90% de femelles, 10% de mâles. Je crois qu'on est toujours sur ces chiffres-là. Donc, qui vient répondre à cette problématique grande échelle. Et après, dans les schémas, comme l'essentiel des taureaux sont nés de transferts embryonnaires, pour moi, le vrai point crucial, c'est le diagnostic préimplantatoire. Et vraiment faire ce screening de l'embryon avant d'être réimplanté dans les femelles pour dire je suis sûr que c'est celui-là que je veux qu'il naisse et ce n'est pas le copain d'à côté. Il reste une minute pour une question de Michel Thibier. Alors il faut vous lever s'il vous plaît et dire votre nom en préambule, même si tout le monde te connaît Michel. Mais... Merci Marc-Antoine, on se connaît depuis quelques décennies, hein, donc pas de problème. C'est un peu dans le prolongement de ta question, j'avais à peu près la même question. Il y a plusieurs décennies, on misait beaucoup sur le sexage de l'embryon. J'étais encore impliqué et on avait investi pas mal sur cette technique. On savait que ça allait entraîner une diminution du taux de fertilité et j'ai l'impression que vous n'avez pas résolu ce problème. Et je me souviens plus exactement les statistiques de l'IETS, pourtant je les ai lues, mais je vois que ça se développe pas dans le monde et qu'il n'y a pas tout d'un coup 60% des embryons transférés qui sont préalablement sexés. Est-ce qu'il y a un investissement insuffisant ou c'est parce que c'est une cause perdue ou parce que finalement zootechniquement ça a un intérêt relatif? Alors que tu as raison, le problème des veaux mâles dans le troupeau laitier, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc je pense que ça aurait dû générer des investissements considérables. Or en 20 ans, peut-être même bientôt 30, on n'a pas beaucoup progressé. Pourquoi? La question est bonne, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Ma perception de la chose, c'est que effectivement, la production in vitro augmente. On sait que c'est des embryons plus sensibles, plus fragiles, et donc ils ont quand même la volonté aujourd'hui de les transférer le plus possible en frais et sans les manipuler le moins du monde. Maintenant, les résultats s'améliorent en termes de taux de gestation sur les productions d'embryons in vitro, donc on peut pas écarter qu'à l'avenir, le sexage ou le génotypage reprennent plus d'ampleur qu'il en a aujourd'hui. Et deuxième élément de réponse, je pense qu'ils sont toujours dans la course à la vitesse. C'est une concurrence mondiale aujourd'hui sur les schémas de sélection, et donc ils sont à flux tendu systématiquement.
Donc finalement, ils vont au plus vite, même si des fois, le gain, enfin, ça mériterait de prendre un petit peu de temps supplémentaire pour faire mieux les choses. Alors ça, aucune idée, mais aucune idée. Je ne peux pas répondre. J'ai pas le chiffre. Je ne voudrais pas dire une bêtise. Donc, Pascal, c'est Pascal aussi. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'embryons produits in vitro qui sont faits avec du sperme sexé simplement? Il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas dans quel. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que aux États-Unis, il y en a beaucoup en tout cas. Mais ouais, en France. Alors, j'aimerais bien avoir plus de statistiques, mais les technologies de l'embryon étant maintenant plus cruciales et que les entreprises étant souvent en concurrence, elles sont moins enclins à les partager. Et malheureusement, ce n'est pas des données qui courent, qui sont publiées et qui sont disponibles à tous. Nous avons 10 minutes, donc je demanderai aux gens qui veulent faire pipi d'être aussi performants que nos orateurs pour respecter les temps.